Bonjour à tous. Merci d'être venus très matinalement à cette première conférence, cette conférence d'ouverture du 8e Salon maçonnique de Toulouse. Alors, vous avez tous suivi les désagréments que nous avons eu à supporter avec le déplacement du lieu du salon depuis les espaces Vanel jusqu'à ces espaces Baudis, à ce centre de congrès Pierre Baudis. Avec des espaces agréables, lumineux, suffisamment spacieux, mais néanmoins avec le petit souci des cloisons qui ne sont pas insonorisées. Bon, pour cette première conférence, il n'y a pas trop de problème, mais pour les suivantes, si vous les suivez, vous aurez droit à un casque pour entendre l'orateur présenter son propos. Merci donc à Antoine Lilti d'avoir accepté notre invitation. Antoine Lilti, je vais vous le présenter. Ensuite, je vous présenterai très brièvement le thème de la conférence. Et puis, on ménagera un moment pour échanger sous forme de questions-réponses. Donc, il y aura des micros qui circuleront et vous serez amenés à poser des questions si vous le souhaitez, en essayant d'être bref et de ne pas refaire la conférence bis. Mais poser une question à notre orateur, qui ensuite signera les livres qu'il a écrits à la table d'ombre blanche. Donc ces livres sont au nombre de 3. Je vais vous en montrer un ou deux que je vous recommande. Celui-ci qui s'appelle L'héritage et lumière, ambivalence de la modernité. Et puis ce petit fascicule qui est la leçon inaugurale d'Antoine Lilti au Collège de France et que je vous recommande particulièrement parce que c'est très riche, très dense, très intéressant. Antoine Lilti, vous êtes né en 1972. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, et vous avez soutenu votre thèse en 2003 à l'université Panthéon-Sorbonne sous la direction de Daniel Roche, qui est l'un de vos maîtres, ancien professeur au Collège de France. Une thèse intitulée Le monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle. Vous avez ensuite enseigné comme maître de conférence à Normal Sup, puis comme directeur d'études à l'EHESS à partir de 2011. De 2006 à 2011, vous avez aussi dirigé la rédaction de la revue Annales, Histoire, Sciences sociales. Vos travaux portent sur l'histoire sociale, culturelle et intellectuelle des Lumières, en particulier les pratiques de sociabilité des élites aristocratiques et lettrées. Vous vous êtes attaché à montrer l'émergence au XVIIIe siècle d'une forme nouvelle de reconnaissance, la célébrité, liée aux mutations de l'espace public et des identités individuelles. Depuis, votre travail s'est élargi aux héritages multiples des Lumières, et on va en avoir une illustration aujourd'hui. Depuis la Révolution française, depuis 2022, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Votre cours de 2022-2023 portait sur Tahiti et l'Europe des Lumières. Celui de 2024, l'universalisme des Lumières, débat et controverse. Et celui qui va démarrer au début janvier, en 2024-2025, portera au nom de l'universel crise et héritage. Hormis votre cours annuel, vous avez dirigé 2 colloques dans cette institution prestigieuse, les Lumières multiples en 2023 et les Lumières médiatiques en 2024. Je vous recommande, si vous êtes intéressé, d'aller sur Internet, suivre les cours en replay ou les conférences des colloques, soit sur YouTube, soit sur le Collège de France. Vos publications à ce jour sont nombreuses. Citons les livres édités dernièrement. Le monde des salons, sociabilité, mondanité à Paris au XVIIIe siècle, le thème de votre thèse, en 2005. Figure publique, l'invention de la célébrité 1750-1850 en 2014. Et celui que je vous ai montré tout à l'heure, l'héritage et lumière, ambivalence de la modernité. Alors aujourd'hui, vous allez nous traiter tolérance et cosmopolitisme, l'autre universalisme des Lumières. Chacun sait que la tolérance est au cœur de la réflexion des Lumières. Vous écrivez en introduction de votre cours « A-t-on pris la mesure de la dynamique pluraliste
que cette exigence nouvelle instaure au cœur de la conscience européenne. En partant de Pierre Bayle et de son commentaire philosophique, qui est un régional de l'étape, si l'on peut dire, puisqu'il était né à Carlat, en Ariège, réaction vigoureuse à la persécution des protestants dans la France de Louis XIV, vous vous êtes interrogé sur les liens entre tolérance et cosmopolitisme. Si on devait résumer, reprenons le texte du Collège de France qui introduit votre cours. Les Lumières doivent affronter le défi de l'altérité et penser les différences à l'horizon d'une commune humanité. Le cosmopolitisme au XVIIIe siècle est une idée nouvelle, ambivalente, ancrée dans la mutation de la mobilité et des sociabilités, dans un monde en mouvement, et cette interrogation est-elle toujours d'actualité? Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, merci Gérard pour cette présentation, merci aux organisateurs pour leur invitation, merci à toutes et tous pour votre présence. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. J'espère qu'on m'entend bien, ça va? Non, il faut parler plus fort. Il faut peut-être que voilà, c'est une question de sono. Faites signe. Pardon? Il n'y a que le premier rang, vous ne m'entendez pas du tout. Là, c'est peut-être mieux là au fond. Non, vous ne m'entendez pas. Bon, alors c'est le micro. Mais je suis... Et là? Ah, peut-être c'est mieux. Ah, voilà, donc il faut vraiment que je me rapproche le micro. Ça va, vous m'entendez mieux? Faites signe. Voilà. Si je m'éloigne trop du micro, que vous ne m'entendez plus, au dernier rang, vous vous levez, vous manifestez, vous faites des signes, des mouvements de bras, et puis je me rapprocherai du micro. Donc je répète, je disais, je remerciais Gérard pour sa présentation, je remerciais les organisateurs pour leur invitation, et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Bon, vous l'avez remarqué, depuis une vingtaine d'années, il y a une expression dans le langage public, politique, qui a fait florès, qu'on retrouve un peu partout, qui est cette expression de l'universalisme des Lumières. L'universalisme des Lumières, tout le monde en parle, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Et de fait, c'est une formule qui est assez ambiguë, l'universalisme des Lumières, puisqu'elle désigne, disons, deux choses. Elle désigne d'une part, on pourrait dire, la valeur universelle des principes des Lumières. Ceux-ci sont fondés sur la raison, sur l'unicité de l'espèce humaine et sur l'égalité naturelle. Et donc, en tant que telles, les valeurs des Lumières s'adresseraient à toutes et tous, au-delà des différences culturelles, nationales et religieuses. Mais l'universalisme des Lumières, il fait signe aussi, en particulier dans le discours dans le discours politique français, il fait signe vers une autre expression qui est l'universalisme républicain. Et de ce point de vue-là, en France, quand on dit l'universalisme des Lumières, c'est un peu différent de ce qu'on entend dans le débat intellectuel international. C'est plutôt la question des origines intellectuelles de cet universalisme républicain, dont je précise, je ne ferai pas cette histoire aujourd'hui, mais dont je précise que c'est une expression aussi qui est tout à fait récente. On a l'impression aujourd'hui que l'universalisme républicain, c'est les racines de la République. Ça date du début des années 2000, l'expression, le syntagme universalisme républicain. Et ce qu'on entend en général par l'universalisme républicain, c'est l'idée que dans la culture politique française, il y aurait un refus, une méfiance à l'égard des identités particulières, et notamment des identités collectives, qu'elles soient religieuses, culturelles, raciales, avec un culte de l'unanimité et surtout un rapport au citoyen qui est celui du citoyen justement universel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'universalisme abstrait. Et donc entre universalisme abstrait, universalisme républicain et universalisme des Lumières, il y a dans le discours politique une espèce de lien, comme si cet universalisme républicain, qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas entendre parler des différences entre les citoyens, eh bien, était l'héritier direct, ce qui est évidemment le légitime, de quelque chose qu'on appelle l'universalisme des Lumières, évidemment héritage qui se serait transmis via la Révolution française, puis la Troisième République. Et il y aurait ainsi une filiation heureuse, presque héroïque, entre les combats de Voltaire pour la tolérance, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi de séparation
des églises et de l'État de 1905, et enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs républicaines, dont nous sommes tous sommés d'être les gardiens vigilants. Or, ce que je voudrais... Alors, d'autres, et ce n'est pas ce que je ferai aujourd'hui, mais d'autres d'autres que moi, je veux dire, se sont chargés ces dernières années de critiquer non pas cette filiation, mais ce discours républicain ou néo-républicain actuel autour de cet universalisme républicain pour en critiquer, au fond, le tournant conservateur, la façon dont le discours républicain, qui a longtemps été un discours émancipateur, peut être considéré comme un discours de plus en plus conservateur. Et je vous renvoie par exemple aux travaux du philosophe Jean-Fabien Spitz, qui va jusqu'à parler d'un intégrisme républicain ou d'un intégrisme politique. Et c'est son livre récent « La République, quelle valeur ?» pour l'interrogation, publié chez Gallimard. Ou encore, d'autres ont critiqué les interprétations fautives de la loi de séparation de 1905. Et je vous renvoie là aux travaux plutôt de Jean Bobéro, qui a insisté depuis maintenant de longues années, grâce à un travail historique très, très précis, sur le fait que l'inspiration de la loi de 1905 était une inspiration libérale, qui insistait surtout sur le fait, alors évidemment la séparation, mais aussi le respect des consciences individuelles et de la liberté des cultes, alors qu'on en a souvent aujourd'hui une interprétation beaucoup plus restrictive, ce que Bobéro, qui est quand même le grand spécialiste de l'histoire de la loi de 1905 et de la laïcité, appelle, lui, une falsification. C'est assez fort, il parle d'une laïcité aujourd'hui falsifiée. Ça, c'est pour vous donner des repères. On n'est pas obligé, évidemment, de partager leur point de vue. Mais il existe, ce que je veux dire, c'est qu'à côté du discours, disons, majoritaire et surtout porté par les institutions et par l'État, il existe aujourd'hui, chez les universitaires, aussi bien philosophes qu'historiens, une remise en cause de cette évidence d'un universalisme républicain, laïque, fondé sur le rejet, le refus de la reconnaissance des diversités, des identités différentes, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Mon propos aujourd'hui sera un peu différent. Il est de remonter en avant et de remettre en cause l'affiliation avec l'universalisme des Lumières, ou plus exactement de vous montrer et de vous convaincre qu'il n'existe pas quelque chose qu'on appelle l'universalisme des Lumières en tant que doctrine unique, cohérente, au sens d'un rationalisme bien entendu. Au fond, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il existe, alors, pas à déployer l'ensemble, mais une pluralité de conceptions de l'universel. Il existe, alors ça c'est l'ensemble du travail que je mène actuellement, il existe plusieurs langages de l'universel au XVIIIe siècle dans la pensée des Lumières, et qu'on a tout à fait tort de réduire à un seul langage qui serait celui d'un universalisme strictement rationaliste et hostile, par exemple, dit un mot, qui consiste à mettre en évidence leurs ambivalences et leurs contradictions plutôt que leur unité. Et quand j'insiste sur ces ambivalences, ces contradictions, ces tensions, ces controverses à l'intérieur même des Lumières, ce n'est pas évidemment pour diminuer leur importance, mais au contraire pour éviter les lectures dogmatiques des Lumières, ce qui est un paradoxe quand même, la lecture dogmatique des Lumières, mais elle est partout, et au contraire pour rouvrir les capacités d'interprétation et les capacités que nous avons aujourd'hui de nous saisir de cet héritage des Lumières qui est beaucoup plus riche parce qu'en réalité, il est justement pluriel. En fait, sur la base, pour le dire en deux mots, sur la base d'un postulat commun, celui d'une possibilité d'émancipation par le partage du savoir, c'est au fond la base de ce qu'on peut appeler les Lumières, eh bien, sur cette base, les propositions des philosophes des Lumières, quel que soit le sujet, eh bien, ces propositions sont plus diverses, plus riches que la Vulgate que l'on nous présente trop souvent. D'autant, il faut le préciser, que les Lumières ne sont pas
uniquement française, elle ne se résume pas au fameux carré magique scolaire, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau. Non, les Lumières sont un grand phénomène européen, transnational, qui va de Madrid à Saint-Pétersbourg, de Naples à Édimbourg, en passant évidemment par Berlin et par l'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières allemandes, dont je vais parler dans un instant. Alors, l'exemple que je vais prendre et dont je vais parler aujourd'hui, je sens que je m'éloigne trop du micro, c'est celui de la tolérance religieuse. Alors, en général, quand on parle des Lumières et de la tolérance, vous savez, en France, on associe ça à Voltaire. Évidemment, pas tout à fait à tort. Voltaire était évidemment un grand protagoniste des combats contre le fanatisme religieux, écrasons l'infâme. On connaît ses attaques contre toutes les formes de croyance et de superstition au nom d'un rationalisme combatif et satirique. Voltaire, ancêtre de Charlie Hebdo, cela paraît une évidence, et en tout cas ça l'était pour ceux qui, il y a 10 ans, en janvier 2015, placardaient des affiches où Voltaire proclamait « Je suis Charlie ». Mais il faut, pour faire de cette filiation une évidence, passer sous silence 2 points. Le premier, le fait que le modèle voltairien, celui d'une émancipation par la critique radicale des religions, a conduit Voltaire à s'en prendre inlassablement à la religion qui lui semblait intrinsèquement rétive à toute forme de raison, une religion dont il considérait qu'elle était incompatible avec les Lumières, c'est-à-dire le judaïsme. Et il ne s'agit pas, comme certains l'ont fait, de faire de Voltaire l'origine de l'antisémitisme moderne, ou même un antisémite, mais en revanche, il faut reconnaître, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, on peut revenir dans les questions, j'ai écrit sur ce thème ailleurs, mais il faut reconnaître l'anti-judaïsme obsessionnel de Voltaire. Et cet anti-judaïsme, il est lié au fait que, pour Voltaire, le judaïsme, c'est la religion qui résiste justement à cette absorption dans l'universalisme abstrait. Et donc, il faut quand même réfléchir à ce danger qu'il y a et quand on veut en faire un modèle. D'autre part, c'est l'incapacité de Voltaire à prendre au sérieux tout ce qui s'écarte d'un rationalisme marchand et bourgeois et qui l'a rendu particulièrement insensible à la question des croyances religieuses sur laquelle, vous savez, il jetait du ridicule à pleine poignée, n'y voyant qu'obscurantisme et superstition. Or, ce qui est très frappant, c'est que lorsqu'on relit, par exemple, les grands auteurs républicains du XIXe siècle, et même, par exemple, un pédagogue laïque comme Ferdinand Buisson, eh bien, on voit qu'ils étaient guère à l'aise avec cette dimension du texte de Voltaire, et avec, au fond, ce parfum d'intolérance qui, parfois, contamine la tolérance voltairienne, et que l'on retrouve, inversement, dans un certain nombre d'auteurs qui s'en réclament. Mais, alors, je ne suis pas en train de mener une critique de Voltaire, par ailleurs, il y a des textes de Voltaire absolument formidables, il y a une poussée, une puissance, justement, libératrice et émancipatrice de Voltaire, mais il faut néanmoins, d'une part, être conscient de ses limites, qui peuvent être liées au combat qu'il a mené de son époque et à sa nécessité, mais il faut en être conscient. Et deuxièmement, il faut surtout rappeler que, et ça va être ce que je voudrais faire aujourd'hui, Voltaire ne résume pas les Lumières à lui tout seul. Il existe d'autres courants de pensée au XVIIIe siècle, d'autres façons de penser la tolérance, qui ne sont pas moins radicales dans leur façon de concevoir la liberté de conscience, mais qui ont un rapport plus ouvert, plus cosmopolite, terme sur lequel je vais revenir, à un rapport plus ouvert à la diversité et à la légitimité des croyances. Alors pour cela, je vais m'appuyer aujourd'hui sur 2 auteurs qui n'ont pas la même notoriété que Voltaire, mais qui me paraissent absolument décisifs pour comprendre comment toute une partie de la philosophie des Lumières a pu concevoir la tolérance religieuse, donc dans cette perspective cosmopolite. Le premier, Gérard l'a déjà dit, c'est Pierre Bayle, et puis le second, ce sera Gotthild Ephraim Lessing,
le grand auteur, le grand auteur dramatique, mais pas seulement, des Lumières allemandes. Alors, je commence donc par Pierre Bayle. Alors, Pierre Bayle, on ne le lit plus énormément, et on a tort. Son livre le plus connu aujourd'hui, c'est Les Pensées sur la comète, publié en 1682, qui est une attaque en règle féroce, argumentée, contre l'astrologie et la superstition, attaque menée au nom de la science et de la raison. Bayle apparaît ainsi comme un jalon essentiel de ce que l'historien Paul Hazard, dans les années 1930, appelait la crise de la conscience européenne. Le terme est resté pour désigner cette période, fin XVIIe, début XVIIIe, avant les Lumières stricto sensu, un moment de basculement. Paul Hazard avait une formule amusante, il disait la majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire, c'est une révolution. Voilà. Donc, c'était l'idée d'un basculement comme ça, on passe d'un monde catholique et monarchique à un monde critique, éclairé, celui des Lumières, celui de Voltaire, mais il montrait surtout que toute cette période était marquée par toute une série d'auteurs, Spinoza, Bayle, John Locke, etc. Et évidemment, il faisait donc de Bayle une partie importante. Alors la formule de Hazard que je viens de citer, alors elle est amusante, elle est évidemment très réductrice, puisque les révolutions intellectuelles, évidemment, ne se font pas du jour au lendemain, et par ailleurs, parce que peut-être ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment ce moment, cette période, effectivement, de crise de la conscience européenne, a ouvert des voies multiples. Au cœur de cette période, donc, un auteur qui a été d'une influence considérable au XVIIIe siècle, on a tendance à l'oublier, qui est donc Pierre Bayle, né effectivement en 1647 dans un village au milieu du XVIIe siècle, dans un village de l'Ariège. C'est un fils de pasteur, il est extrêmement doué pour les études. À 22 ans, il s'installe ici, à Toulouse, où il se convertit au catholicisme et fréquente le collège jésuite. Puis, au bout d'un an et demi, il abjure et revient au calvinisme. Alors évidemment, vous le savez bien, c'est ce qu'il y a de pire pour les autorités catholiques, puisqu'il est un relapse. Et donc, il est obligé de s'enfuir, il part à Genève, puis il obtient un poste à l'Académie de théologie de Sedan, donc il revient. Mais en 1681, dans un contexte qui est de regain de la politique de fermeté, c'est une litote, politique de persécution des protestants par Louis XIV, l'Académie est fermée, et Bayle est obligé de se réfugier à Rotterdam, où il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Il enseignera et il travaillera à Rotterdam, jusqu'à sa mort en 1707. Et c'est là, à Rotterdam, qu'il écrit son chef-d'œuvre, qui est le Dictionnaire historique et critique, qu'il publie en 1696. Alors je reviens 10 ans en arrière, avant la publication du dictionnaire. 1685, vous le savez bien, évidemment, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Bayle assiste donc à distance aux violences, aux persécutions qui s'abattent sur les protestants, notamment les terribles dragonnades, vous le savez bien, ces violences, exactions, même tortures exercées par les troupes de soldats, régiments de soldats envoyés pour obliger les protestants à se convertir. Alors pour Bayle, c'est une catastrophe politique, évidemment, mais c'est aussi une tragédie intime, une tragédie familiale, puisque son frère Jacob, pasteur, est arrêté en juillet et meurt en prison au château Trompette, à Bordeaux, en novembre, malgré les efforts désespérés de son frère, Pierre Bayle, pour le faire libérer. Bayle publie alors en 1686, l'année suivante, un texte extraordinaire en faveur de la tolérance, intitulé, alors le titre est un peu alambiqué, « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée ». Le texte a été réédité sous un titre un peu plus explicite de la tolérance, récemment, il y a quelques années, aux éditions Champion. Vous pouvez vous le procurer si vous voulez lire ce texte, qui est un texte... Alors, c'est pas du tout un texte voltairien, c'est pas un pamphlet, c'est pas un conte, il n'y a pas du tout l'humour, l'ironie, la légèreté voltairienne, donc c'est un texte philosophique,
à la frontière entre l'argumentation théologique et philosophique, donc c'est un texte difficile, mais c'est un texte extrêmement important. Alors, pourquoi ce titre ? Eh bien, parce qu'au fond, en fait, Bayle s'attaque à l'utilisation que faisaient les catholiques d'un passage de l'Évangile selon saint Luc, dans lequel Jésus raconte l'histoire d'un maître qui a préparé chez lui un grand repas et qui ordonne à son serviteur « Va par les chemins et par les haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Et depuis saint Augustin, l'interprétation allégorique de ce passage consistait à y voir une injonction à la conversion et même une justification de la contrainte. Contrains-les d'entrer. La force et la persécution sont légitimes dès lors qu'il s'agit de rallier des hérétiques à la vraie foi. Et cette interprétation venait d'être reprise par Bossuet. Alors aujourd'hui, nous sommes tellement nourris par la culture moderne de la tolérance qu'on a presque du mal à se remettre dans l'univers mental de l'époque où il y avait des véritables raisons théologiques de justifier la violence missionnaire, la conversion par la contrainte. Et cette justification, c'était d'éviter aux hérétiques la damnation éternelle en les obligeant à rejoindre la véritable Église. Bayle va donc discuter pied à pied l'interprétation de ce texte et va détruire méthodiquement tout argument en faveur de la contrainte en matière religieuse. Deux principes le guident. Premièrement, il explique qu'il est impossible de trancher sur le plan de la raison la question de la vérité religieuse. Celle-ci ne relève que de la foi. Je le cite, « Il est impossible, dans l'état où nous nous trouvons, de connaître certainement que la vérité qui nous apparaît est la vérité absolue. » Et il dit, je parle des vérités particulières de la religion, non des propriétés des nombres ou des démonstrations de géométrie. Donc, premier principe, ce qui relève de la religion ne peut pas être tranché, ni dans un sens ni dans l'autre. Le second principe, tout aussi important, c'est l'obligation morale pour chaque individu de suivre ce que lui dicte sa conscience. La première et la plus indispensable de nos obligations est celle de ne point agir contre l'inspiration de la conscience. Et donc, il est non seulement illégitime, mais totalement inefficace de convertir quelqu'un par la contrainte. Ça ne peut conduire qu'à faire de faux convertis, des hypocrites ou des martyrs. Et donc la conséquence logique de ce double principe, on ne peut pas trancher la question de la vérité religieuse par la raison, et deuxièmement, chacun doit suivre sa propre conscience, eh bien la conséquence, c'est évidemment l'éloge du pluralisme religieux. Les religions n'ont pas à disparaître, elles sont importantes moralement sous l'angle de la foi individuelle, mais il importe, elles doivent coexister pacifiquement dans le respect mutuel. Donc on dit habituellement que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est la multiplicité des religions parce que cela crée du conflit et des guerres. Et il répond non. Si la multiplicité des religions nuit à un État, c'est uniquement parce que l'une ne veut pas tolérer l'autre, mais l'engloutir par la voie des persécutions. C'est là l'origine du mal. Si chacune avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville où les diverses espèces d'artisans s'entre-supportent mutuellement. Tout ce qu'il pourrait y avoir, ce serait une honnête émulation à qui se signalerait en piété, en bonne mœurs et en science. Alors retenez cette idée de l'émulation, que la pluralité religieuse suscite de l'émulation plutôt que du conflit si on a une tolérance adaptée, parce qu'on va la retrouver. Mais ce qui est très frappant ici, c'est l'éloge de la diversité. Et Bayle a un terme que j'aime beaucoup pour décrire ce monde de la diversité et de la coexistence religieuse. Il parle de la bigarrure. Il dit ce qui est beau, si on a la tolérance plutôt que de vouloir connaître, c'est on a un monde, on respecte la bigarrure de la ville avec ces différentes religions, de même qu'il y a différents artisans. Et il prend une métaphore très habituelle, qui est celle de la musique. Il compare
un concert où l'harmonie de plusieurs voix et instruments différents est plus agréable, dit-il, que, et c'est sa formule, l'uniformité d'une seule voix. Et donc la question est posée par Bale, et résolue en ces termes. Il y a supériorité morale et politique de la bigarrure sur l'uniformité. Voilà. Ça, c'est des Lumières. C'est à l'origine, on est début Lumière, mais c'est une tolérance qui pense la grandeur, la supériorité de la bigarrure sur l'uniformité. Donc la question du pluralisme est ouvertement posée. Bale, on comprend mieux sa spécificité, son originalité, si on voit, je vais aller vite, qu'il se distingue de trois autres manières de penser la tolérance. La première, c'est celle qui s'est développée à partir du XVIe siècle dans le contexte des guerres de religion, qui est ce qu'on peut appeler la tolérance politique, une tolérance fondée sur la raison d'État. C'était celle qui a présidé, par exemple, à l'édit de Nantes, et plus généralement aux édits de pacification de la fin du XVIe siècle. C'est l'idée que pour éviter les guerres civiles, l'État doit tolérer politiquement des minorités religieuses. Mais évidemment, cette tolérance, elle est une tolérance en quelque sorte limitée. C'est la force pacificatrice de l'État qui tolère des hérésies. On considère que les hérétiques ont tort, mais on les tolère politiquement pour des raisons pacificatrices. Donc c'est au fond une conception très faible de la tolérance. On tolère des gens dont on considère qu'ils ont tort. Une deuxième tradition, plus proche de celle de Bale, c'est la tradition libérale, telle qu'elle se constitue en Hollande à la fin du XVIIe siècle, et popularisée notamment en Angleterre par John Locke, grand philosophe libéral de la fin du XVIIe siècle, lui aussi grand inspirateur des Lumières, qui publie en 1689 la Lettre sur la tolérance. Alors, dans le monde anglophone, on considère que la naissance de la liberté moderne, libérale, religieuse, c'est John Locke, Lettre sur la tolérance, 1689, qui correspond à la glorieuse révolution britannique. Je plaide, avec d'autres, pour qu'on redécouvre l'importance de Bale, qui au même moment, lui aussi défend, comme Locke, l'idée de la liberté religieuse fondée sur les droits de la conscience, mais va plus loin. Il va plus loin puisque Locke refusait cette tolérance religieuse aux athées. Pour Locke, alors contrairement à ce qu'on dit parfois, en fait, il la reconnaissait aux catholiques, mais là où il s'arrêtait, c'était l'athéisme. L'athéisme était inacceptable pour Locke. Donc la tolérance n'allait pas jusque. Bale, et c'est sa nouveauté radicale, Bale dit les athées ont toute leur place dans la société. La tolérance va non pas seulement sur les différentes manières de croire, mais elle va jusqu'au ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de ne pas croire. Et ça, dans l'univers mental de la fin du XVIIe siècle, c'est une révolution tout à fait considérable. Donc il intègre l'athéisme et il fait, notamment, c'est le fameux, alors c'est une des choses qu'on retient de Bale, il fait cet argument, une société d'athées vertueux est possible. Alors que jusque-là, on considérait que la religion était une nécessité pour garantir la morale. Donc ça, c'est important, c'est très important. Bale est un des tout premiers à faire l'argument on peut avoir une société d'athées vertueux. Et puis, il va le payer très cher, cet argument. Même les protestants hollandais, qui sont pourtant relativement, vont lui en vouloir terriblement. Et en 1693, d'ailleurs, on lui retire sa chaire à l'université de Rotterdam, notamment à cause de cet argument en faveur d'une tolérance à l'égard des athées. Donc ce n'est pas du tout une pensée de la tolérance, pas du tout de Bale, ce n'est pas du tout une pensée molle, c'est une pensée radicale d'une certaine manière. Et enfin, troisième distinction, Bale se distingue aussi du modèle, certes qui va venir plutôt après lui, mais qui est le modèle donc, que je disais voltairien, qui est celui qui consiste au fond mais qu'on trouvait déjà chez une partie des libres penseurs britanniques de la fin du XVIIe, qui consiste à tourner en dérision les religions, à les réduire à la superstition, la sincérité de la foi, l'authenticité de la croyance, paraissant à Bale, justement à la différence de ces auteurs très anti-religieux, paraissant hautement respectable. C'est toute la force de Bale, c'est
on tolère jusqu'aux athées, on les intègre à la société, mais en même temps, on reconnaît et on respecte, ce qui était d'ailleurs la position de Bayle, en même temps, les croyances religieuses. Donc la tolérance n'est ni l'autorisation politique de l'erreur, comme au XVIe siècle, ni la négation de la diversité religieuse au nom de la raison universelle, mais une véritable politique de respect mutuel et de réciprocité. Et alors, ce qui est intéressant, et je vais finir par là, c'est qu'évidemment, sur Bayle, c'est que ça l'oblige à se déplacer vers une politique qui est celle d'un horizon cosmopolite, ouvert non seulement à la diversité de la société européenne, mais même au monde non chrétien. On peut dire qu'il est conduit par la logique même de l'éloge de la pluralité confessionnelle à envisager la question de la tolérance à l'égard des religions non européennes dans un esprit de réciprocité. C'est-à-dire que non seulement la tolérance est élargie aux athées et aux juifs, mais aussi aux musulmans. Et en ce sens, elle devient vraiment universelle. Et Bayle fait, pour démontrer son point, il fait une expérience de pensée, il imagine l'arrivée en Europe de missionnaires musulmans, envoyés par l'Empire ottoman. L'argument est double, celui de la réciprocité d'une part, d'autre part, si les chrétiens, enfin, son hypothèse, c'est que si le sultan turc envoyait des missionnaires musulmans en Europe, et notamment en France, eh bien, il faudrait les accepter et les tolérer. Pourquoi ? Premier argument, c'est celui de la réciprocité, car si les chrétiens persécutaient des missionnaires turcs à Paris, ils n'auraient pas à se plaindre que les chrétiens soient persécutés à leur tour et attaqués en Chine et au Japon. Et puis, le deuxième argument, c'est justement l'idée que la liberté totale d'expression. Alors, par exemple, je cite, « Ainsi, s'il prenait fantaisie au mufti d'envoyer en chrétienté quelques missionnaires, comme le pape en envoie dans les Indes, et qu'on surprit ces missionnaires turcs, s'insinuant dans les maisons, pour y faire le métier de convertisseurs, je ne pense pas qu'on fût en droit de les punir, car s'ils répondaient les mêmes choses que les missionnaires chrétiens répondraient dans le Japon en pareil cas, savoir que le zèle de faire connaître la vraie religion à ceux qui l'ignorent et de travailler au salut de leurs prochains les a engagés à venir faire part de leur lumière, et que sans avoir égard à cette réponse ni les ouïr dans leur raison, on les pendit, ne serait-on pas ridicule de trouver mauvais que les Japonais en fissent autant. C'est l'écriture de Bayle, vous voyez, on n'est pas dans c'est pas le style voltairien, mais l'argument est quand même très fort et très puissant, hein, et vous voyez que ces supposés missionnaires envoyés par le mufti qui s'introduisent dans les maisons françaises pour faire le métier de convertisseur, non seulement il ne faut pas les punir, mais en fait, pourquoi ils viennent, et alors la phrase de Bayle est incroyable, pour faire part de leur lumière, donc de leur savoir, de leur connaissance. Alors vous voyez qu'on est, on pourrait continuer longtemps à parler de ce texte de Bayle, je parler un peu de Lessing, donc je vais avancer, mais vous voyez qu'on est dans il y a une radicalité, hein, de cette pensée de Bayle dans la façon dont il se confronte à la question non seulement de la diversité des libertés de conscience, mais même d'une liberté, on pourrait dire, de prosélytisme, avec cette idée que c'est justement la raison individuelle, la liberté de conscience de chacun. Donc il va quand même très très loin, hein, et en tout cas c'est intéressant de savoir qu'on a aussi ce type de position. Comme je disais, au fond, cette idée, cette perspective qui consiste à penser la diversité à l'horizon d'un monde divers et donc de liens qui doivent s'instituer au-delà des frontières confessionnelles, mais même des frontières culturelles et politiques, eh bien,
c'est au fond, et donc à l'horizon d'une humanité commune, c'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Alors le cosmopolitisme, il a une longue histoire qui remonte notamment aux stoïciens dans l'Antiquité. Je passe sur cette histoire. C'est une histoire qui est redécouverte au XVIIIe siècle sur la base de la crise de l'unité de la chrétienté. Et donc, on voit revenir le cosmopolitisme comme une des manières de penser ce monde qui n'est plus unifié en Europe par la chrétienté et le conflit de la chrétienté avec le reste du monde, mais qui essaye de penser justement la diversité à l'horizon de l'humanité. Et donc il y a dans le cosmopolitisme, au fond, un double mouvement. Premier mouvement, c'est reconnaître que nous avons des obligations envers les autres humains, au-delà des liens de parenté, d'amitié ou de nationalité. Et en cela, le cosmopolitisme, comme le dit le philosophe Kwame Appiah, est bien un universalisme. Il s'agit de reconnaître tout être humain comme un autre humain comme soi-même. Mais ensuite, et c'est le second mouvement, le cosmopolitisme, par rapport à un simple humanisme, eh bien, il manifeste un intérêt pour la diversité des cultures, pour la pluralité des pratiques et des croyances qui donnent sens à la vie humaine. Et de ce point de vue-là, le cosmopolitisme, il est un universalisme qui n'est pas justement un universalisme abstrait, il n'est pas fondé sur un désir d'unification culturelle, mais plutôt sur une façon d'affronter la vérité des autres, selon la formule du sociologue Ulrich Beck, qui a beaucoup réfléchi sur cette notion de cosmopolitisme. Le cosmopolite, c'est celui qui non seulement reconnaît l'autre, mais se confronte à la vérité des autres. C'est-à-dire cherche à répondre, mais à répondre évidemment pacifiquement, aux défis posés par l'altérité. Alors le succès de l'idéal cosmopolite au XVIIIe siècle, il est bien réel, il est ancré dans les transformations concrètes de la mobilité et des sociabilités. Là, j'ai commenté Belge, j'ai commenté un texte, j'ai quand même rappelé le contexte de la fin de la persécution des protestants. Au XVIIIe siècle, le succès du vocabulaire du cosmopolitisme s'ancre donc sur de nouvelles pratiques, notamment étudiées et montrées donc, par Daniel Roche, que Gérard a cité tout à l'heure, qui de fait était grand maître de l'histoire des Lumières, enfin grand maître, je ne dois pas utiliser cette expression, peut-être ici, disons, était un des grands professeurs d'histoire des Lumières ces dernières années, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 1 an et demi, et qui a dans un livre qui s'appelle Humeur vagabonde, avait montré les transformations. En fait, sa grande thèse, c'est que les Lumières, comme moment d'histoire sociale et culturelle, est marqué par un essor incroyable de la mobilité, développement des voyages, les routes, les transports, le développement de grandes villes alimentées par l'arrivée des provinciaux, l'accueil des étrangers, d'où le rôle des sociabilités, les académies et bien sûr la franc-maçonnerie et son réseau de loges, puisque vous savez bien que la franc-maçonnerie connaît son premier essor au XVIIIe siècle dans toute l'Europe, grâce à un réseau de loges qui permettent à la fois à des gens qui habitent dans les mêmes villes de se rencontrer en dehors de la société d'ordre traditionnelle, mais elle joue aussi un rôle très important d'accueil des étrangers. Ça a été très bien montré. Et donc, la République, ce qu'on commençait à appeler la République universelle des francs-maçons, est fondée sur l'articulation entre un idéal cosmopolite, justement, fondé sur un discours de tolérance universelle et des pratiques de sociabilité assurant l'hospitalité. Daniel Roche écrivait par exemple « L'ordre maçonnique est par nature cosmopolite ». Donc ça, c'est pour ça que le cosmopolitisme est, de ce point de vue-là, extrêmement important. À la fin du siècle, on compte en Europe des centaines de loges, peut-être des milliers, mais aussi on en trouve en Amérique, dans les colonies, par exemple aux Antilles, dans les grands ports méditerranéens du Levant, fréquentés par les voyageurs et les marchands européens. Et donc ces loges portent un idéal transnational qui est donc cosmopolite et universaliste, même si cet universalisme trouve ses limites dans la pratique, comme l'a montré l'historien Pierre-Yves Beaurepaire
hein, puisqu'il montre que beaucoup de loges, quand même, s'arrêtent lorsqu'il s'agit d'accueillir les juifs, les femmes, les personnes de couleur. Donc, on a dans la pratique un cosmopolitisme qui n'est pas du tout total, mais qui reste, disons, l'horizon régulateur qui explique le succès de la franc-maçonnerie dans la deuxième moitié du siècle et contribue beaucoup à l'enracinement de l'idéal cosmopolite fondé sur la pratique du voyage, la curiosité pour la diversité et un idéal de sociabilité. Alors le terme même de cosmopolite, hein, alors plutôt cosmopolite d'ailleurs que cosmopolitisme, mais fait son apparition, il n'est même pas dans, dans le premier dictionnaire de l'Académie, il va apparaître progressivement au XVIIIe siècle, et il fait l'objet de débats, de controverses. Je n'ai pas vraiment le temps de trop rentrer, il faut simplement savoir qu'on a à la fois tout un courant qui va plutôt marquer son inquiétude par rapport à un cosmopolitisme qui semble s'affranchir de la loyauté à l'égard des communautés naturelles, qu'elles soient locales ou nationales. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas de ce point de vue-là très cosmopolite, qui disait « Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins ». Donc ça, c'est la critique classique du cosmopolitisme des intellectuels, hein, qui fait écho... Alors, vous savez bien que Jean-Jacques Rousseau, hein, grand penseur de l'égalité, du contrat social et de la lutte contre les inégalités, mais avec aussi des échos, hein, parfois tout à fait conservateurs. Et d'ailleurs, quand le mot entre finalement dans le dictionnaire de l'Académie en 1762, c'est avec cette signification cosmopolite, celui qui n'adopte pas de patrie. Un cosmopolite n'est pas un bon citoyen. Donc, il y a ce discours critique. Le cosmopolite, c'est justement celui qui aime trop les autres, celui qui n'est pas assez citoyen, celui qui est trop ouvert justement à l'altérité, à la diversité, etc. Donc il y a toujours quelque chose d'un petit peu suspect. Mais inversement, d'autres auteurs vont affirmer la grandeur de l'idéal cosmopolite, notamment dans un cadre politique et géopolitique. Et peut-être, de ce point de vue-là, le plus célèbre, c'est qu'en philosophe allemand Emmanuel Kant, qui, la grande figure de l'Aufklärung, des Lumières allemandes, qui, dans son traité vers la paix perpétuelle, 1795, hein, défend l'idée d'un droit qu'il appelle un droit cosmopolitique. Qu'est-ce que c'est que ce droit cosmopolitique, hein? C'est un droit qui considère les individus comme les citoyens d'un État universel des hommes, un État qui évidemment n'existe pas comme entité politique, mais qui repose sur l'existence d'un seul monde, un monde commun, au sein duquel il s'agit de favoriser les relations mutuelles entre les différentes parties, afin de favoriser, d'accélérer l'unité du genre humain. Et quel est le premier principe de ce droit cosmopolitique? Eh bien, c'est ce que Kant appelle l'hospitalité universelle. C'est-à-dire, et là je le cite, le droit pour l'étranger, à son arrivée sur le territoire d'un autre, à ne pas être traité en ennemi. Voilà le fondement du cosmopolitique, et ça fait d'ailleurs écho à Bell. C'est ce qu'il appelle, ce que Kant appelle aussi le droit de visite, qu'il prend bien soin de distinguer des entreprises coloniales européennes qu'il condamne fermement. Hein. Quand il dit pas être, c'est pas qu'on vient pour conquérir, hein, c'est vraiment l'étranger. Donc vous voyez qu'avec ce droit de visite et cette hospitalité universelle comme fondement du cosmopolitisme des Lumières, hein, on voyait qu'on a un universalisme cosmopolite qui n'est pas totalement inactuel, en tout cas il faut le souhaiter. Or, cet horizon cosmopolite, donc celui d'une confrontation, d'une acceptation de la diversité du monde, eh bien, elle vient rencontrer la question religieuse posée par Bale. Et cette rencontre entre horizon cosmopolite et tolérance religieuse, eh bien, pour moi, son plus grand texte, son grand manifeste, et dans la minute qui me reste, je vais m'attacher à en parler, eh bien, c'est une pièce de théâtre qui est extrêmement connue en Allemagne et très peu connue en France, qui s'appelle Nathan le Sage, un petit peu connue quand même, mais n'a jamais eu le même écho, qui est une pièce donc, de Lessing,
qui est... alors en Allemagne, elle a été censurée au XVIIIe siècle. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, elle a été énormément jouée, considérée comme voilà, un des fleurons de la tolérance des Lumières. C'est l'équivalent, si vous voulez, de Candide en France, comme ça, monument littéraire du XVIIIe siècle. Évidemment, elle va être interdite en 1933 par les nazis qui ne supportaient pas, vous allez le voir dans un instant, le personnage principal, Nathan, est un juif, un personnage extrêmement positif, c'est évidemment inacceptable, et elle est jouée à Berlin en septembre 1945, dans Berlin en ruine, à la réouverture du Deutsche Theater, et vraiment comme un symbole, et depuis, elle est un classique scolaire en Allemagne. En France, elle est assez largement méconnue. Il a fallu attendre 1987 pour qu'elle soit jouée sur scène en France, à Gennevilliers. Depuis, elle a été un petit peu jouée, mais pas tant que ça. Alors du coup, comme elle n'est pas extrêmement connue, je vous résume l'intrigue très rapidement. L'histoire se passe à Jérusalem, au XIIe siècle, donc pendant la Troisième Croisade, et elle met en scène donc Nathan, qui est un riche marchand juif, qui élève sa fille Racha. Pendant que Nathan est en voyage d'affaires, Racha est sauvé d'un incendie par un templier, c'est-à-dire un chevalier chrétien, qui lui-même vient d'être gracié par Saladin. Saladin, c'est le sultan, c'est la figure dans la pièce du souverain musulman éclairé. Et donc, vous voyez, on a un chevalier chrétien, un marchand juif et un souverain musulman. Pourquoi est-ce que Saladin a gracié ce chevalier chrétien? Donc là, on est dans les croisades, donc c'est un ennemi, il aurait dû être exécuté, mais Saladin a été frappé par la ressemblance physique entre ce chevalier chrétien et son propre frère disparu, et donc vous avez déjà une petite idée de ce qui va se passer, mais du coup, il le gracie. Mais donc, il y a toute une série d'histoires, de rebondissements, mais ce qui m'intéresse, c'est le cœur, c'est le moment le plus connu, le plus célèbre, c'est le cœur de la pièce, troisième acte. Saladin est acculé parce qu'il n'a plus d'argent, les caisses sont vides, il a besoin d'argent pour continuer à faire la guerre. Bon, vous voyez, les problèmes de budget ne datent pas d'hier. Donc, il n'a pas le 49.3, donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Nathan le Sage, on lui dit, il y a un marchand très riche, bon, il le convoque, mais quand même, il est embêté de tout de suite lui demander de l'argent, il trouve que c'est pas très digne, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le tester. Il dit, on dit que tu t'appelles, on dit que tu es réputé pour ta sagesse, tout le monde t'appelle Nathan le Sage. Nathan dit, oulala, vous savez, peut-être qu'on m'appelle comme ça simplement parce que j'ai le sens de mes intérêts. Ne croyez pas que je suis un grand philosophe. Peut-être je suis simplement Nathan le malin. Alors déjà, ça pose un peu les choses, mais quand même, Saladin insiste. Il dit, puisque tu es si sage que ça, eh bien, dis-moi, des trois religions de l'islam, du judaïsme et du christianisme, quelle est la religion la plus vraie? Alors Nathan voit bien qu'il y a un piège. Il dit, évidemment, si je lui dis que le judaïsme est supérieur aux autres, il va pas être très content, mais en même temps, si je lui dis que c'est l'islam, il va bien voir que je suis hypocrite, puisqu'il va me dire, convertis-toi, et donc je serai bien coincé. Alors, il y a toute une scène où il est en train de délibérer en disant comment je vais me sortir de ce mauvais pas, et puis il dit, il s'en sort, après un moment de réflexion, il s'en sort comment? Eh bien, il s'en sort en racontant une histoire, en racontant une fable, et donc il raconte la fable des trois anneaux, c'est-à-dire l'histoire d'un vieil homme qui possédait un anneau magique, qui décide de léguer à son fils préféré, qui lui-même doit le léguer à son fils préféré pendant plusieurs générations. Et donc ça marche très bien pendant plusieurs générations. Et puis un jour, il y a un père qui a 3 fils. Et ces 3 fils, il les aime tous les 3 autant, il n'arrive pas à se décider à qui il va léguer l'anneau. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait des copies de l'anneau, et ce qui lui permet de léguer à chacun de ses fils un des 3 anneaux identiques, en lui disant que c'est le vrai, et en lui disant que c'est lui qu'il aime le plus. Alors faites pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée, mais ça crée des problèmes familiaux pas possibles, parce qu'évidemment, les 3 fils, après la mort du père, vont se déchirer, chacun prétendant avoir le vrai anneau,
Et donc, ces trois fils qui étaient tout à fait, chacun devient persuadé que les autres sont dans l'erreur, voire même que les autres mentent, puisque lui sait avoir le véritable anneau. Alors, c'est évidemment, la signification allégorique, évidemment, est évidente, hein, puisque ces trois religions sont les trois monothéismes. C'est une fable, et cette fable et son application allégorique, Lessing ne les a pas inventés, il les a repris de Boccace, qui dans le Décaméron avait déjà fait utiliser cette même fable, et en réalité, c'est une fable qu'on retrouve dans des textes juifs en Espagne dans l'Espagne médiévale, au XIVe, XVe siècle, mais je passe là-dessus. Chez Boccace, l'anneau était simplement un objet précieux. Lessing, lui, il ajoute un autre élément, c'est que l'anneau n'est pas seulement précieux, il est magique. Pourquoi il est magique? Parce qu'il rend celui qui le possède aimable. Et donc, ça a évidemment une conséquence importante, parce que si on ne peut pas distinguer les trois anneaux physiquement, ils se ressemblent absolument, eh bien, on peut essayer de prouver leur pouvoir en agissant vertueusement et en se faisant aimer des autres. Autrement dit, le conflit entre les trois monothéismes n'est plus un conflit théologique. C'est plus de savoir quel est le vrai anneau au sens où on pourrait les distinguer, par exemple par la controverse théologique. Elle devient un enjeu d'émulation morale. Vous vous rappelez, chez Bell, déjà, on avait vu cette question de l'émulation. C'est-à-dire que les religions ne sont plus fondées sur le caractère authentique de la révélation, ni même sur la sincérité de la foi intérieure. Et là, Lessing, on est presque un siècle plus tard, donc se déplace par rapport à Bede, mais elles ne sont pas non plus insignifiantes ou absurdes. Elles sont jugées par leur capacité à produire des comportements vertueux, ou plutôt éthiques, puisque la vertu est définie dans le rapport aux autres. Il ne s'agit pas de plaire à Dieu, mais de se faire aimer des autres hommes. Et donc la vertu est totalement sécularisée. Ce qui compte, c'est la façon dont les religions contribuent à l'œuvre commune du progrès de l'humanité. Alors, la question, évidemment, néanmoins, qui se pose, c'est des trois anneaux, est-ce qu'il y en a un qui est le vrai? Est-ce qu'il y en a un qui est le vrai avec deux copies fausses, ou est-ce qu'il y a trois copies fausses et le vrai s'est perdu? Alors, on ne sait pas. Les commentateurs, depuis 2 siècles et demi, en discutent. Ce qui est intéressant, je n'ai pas la solution, ce qui est intéressant, c'est que Lessing lui-même laisse la question ouverte. Il pose la question, il la laisse ouverte, il la laisse en suspens, ce qui correspond d'ailleurs assez bien aux hésitations que Lessing lui-même avait par rapport à sa propre foi. On ne sait pas très bien, on sait qu'il était ballotté entre le déisme, la foi, le scepticisme. Et donc, au fond, lui-même ne tranche pas cette question de savoir s'il y a un des anneaux qui est véritable, s'il y a une des fois qui est supérieure. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre cette question en fiction, notamment dans une pièce où chaque personnage, il y a une double fiction. Si vous voulez, il y a la fiction de la fable, comment est-ce qu'on l'interprète, et il y a le fait que cette fable, elle est elle-même dans une pièce de théâtre, et que la particularité du théâtre, c'est justement d'avoir une multiplicité de positions, de discours, sans qu'il y ait de conclusion. Et c'est la manière même pour Lessing, c'est la différence avec un traité, une fable dans une pièce de théâtre, c'est la meilleure manière d'éviter le dogmatisme. Et ce qui est évidemment particulièrement précieux pour Lessing, qui a toujours affirmé qu'il préférait la recherche de la vérité à la vérité elle-même. Je passe un peu, parce qu'il faut que j'avance. Je reviens sur cette fable des trois bagues. Les trois frères sont désormais en guerre les uns avec les autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont voir un juge pour les départager.
conflit d'héritage, qui a la vraie bague, ils vont voir le juge. Le juge, lui, il a une réponse. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse est véritable. C'est un des personnages, en tout cas, c'est le juge. Et lui, il dit, les bagues sont toutes fausses. Vous êtes, il a une phrase, il dit, vous êtes 3 trompeurs trompés. 3 trompeurs trompés. Et par ailleurs, vous êtes plus attachés à vous aimer vous-même qu'à vous faire aimer des autres. Donc, vous êtes totalement dans l'erreur. Mais, à ce moment-là, par un mouvement inattendu, le juge les encourage, non pas, comme on pourrait s'y attendre, à abandonner leurs bagues, si elles sont fausses, dans les jeter, non. Il leur dit de continuer à croire en leur pouvoir. Il dit, si chacun de vous a reçu la bague de son père, que chacun, en toute certitude, la tienne pour vraie. C'est très bizarre comme geste. On pourrait dire, si des bagues sont fausses, voilà, bon, il n'y a pas de religion vraie, donc la sécularisation totale. Bon. Non. Alors, pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que, justement, la pluralité des religions est une vertu. Peut-être votre père, ajoute le juge, n'a-t-il pas voulu tolérer plus longtemps dans sa maison la tyrannie d'un seul anneau. La tyrannie d'un seul anneau. Donc, la pluralité. Peut-être qu'au fond, le père, c'est pas qu'il a fait une erreur, une bêtise. Hein, peut-être qu'il avait très bien vu les choses et qu'il s'est dit, la diversité est une valeur en soi. La bigarrure de Bayle. Hein, cette idée qui traverse le XVIIIe siècle, le pluralisme religieux, la pluralité, la bigarrure, la diversité, est mieux que la tyrannie d'un seul anneau. Mieux vaut, au fond, 3 erreurs qu'une vérité unique. Mieux vaut 3 erreurs qu'une vérité unique. Surtout, c'est le deuxième argument, ainsi chaque frère est invité à rivaliser de vertu et de tolérance pour prouver le pouvoir magique de la bague. Puisque la seule chose qui peut prouver le pouvoir magique de la bague, c'est de se faire aimer des autres. Et donc, il y a émulation dans l'émulation éthique entre les différentes religions. Et puis, il y a encore un dernier élément, c'est que, dès lors, les religions ne se définissent plus par leur rapport transcendant à la vérité, impossible de savoir si une des bagues est vraie et sans doute les 3 sont fausses, mais elles se définissent par leur mode de transmission, c'est-à-dire par le lien historique entre les générations. La seule chose que la bague prouve, c'est que c'est bien le père qui leur a transmis. Et donc il y a au fond une forme, dit le juge, enfin ce qu'on peut comprendre de ce que dit le juge, il y a une forme de rationalité au fait de rester fidèle à la religion de ses ancêtres, à condition bien sûr d'en faire une base de tolérance et de lumière, sans prétendre à aucun monopole sur la vérité. Et c'est ce que Nathan répond à Saladin, il lui dit « Comment croirais-je moins mes pères que toi les tiens ou inversement ?» Et donc, Lessing suggère que chacun est légitime à rester fidèle à sa religion, s'il le souhaite évidemment, à celle qui lui a été transmise, du moment qu'il ne conserve dans cette religion que ce qui le fait agir dans le bien commun. Donc la critique de l'intolérance, qui est au cœur de la pièce, hein, vous imaginez, je rappelle, au XIIe siècle, c'est les croisades, et là on a les 3 personnages sont des personnages de tolérance, de lumière, hostiles à toute forme, et donc qui vont proclamer leur amitié. Eh bien, cette critique de l'intolérance, elle aboutit à l'éloge du pluralisme, la sagesse consistant à chercher dans chaque tradition religieuse ce qu'elle contient d'aimable et de vertueux. Et d'ailleurs, Saladin insiste sur cette diversité dans le discours qu'il tient donc aux Templiers. Il lui dit, je cite, « Chrétien ou musulman, n'importe, en manteau blanc ou en cafetan, avec un turban ou ton couvre-chef, comme tu voudras. Je n'ai jamais exigé que tous les arbres eussent la même écorce. » Voilà le véritable sens du cosmopolitisme, non pas l'uniformité, y compris vestimentaire, mais la reconnaissance de la légitimité des différences du moment qu'elles concourent à un idéal commun. Ce n'est pas tout à fait le dernier mot de Lessing, et c'est ça qui est intéressant avec une pièce de théâtre, c'est que, par ailleurs, il va aussi marquer le danger qu'il peut y avoir à être justement enfermé dans des communautés définies par diversité, oui, mais pas d'enfermement
dans ses positions. Nathan dira un moment aux Templiers, « Ni vous ni moi n'avons choisi notre peuple. » Qu'est-ce que ça veut dire, peuple? Le chrétien et le juif sont-ils chrétiens et juifs avant d'être hommes? Donc vous voyez, c'est cet équilibre. C'est cet équilibre. Méfions-nous d'une volonté que tous les arbres aient la même écorce, et en même temps, affirmons la supériorité de l'humanité sur des peuples, sur l'affirmation de communautés que les individus n'ont pas choisies. Et donc c'est cette tension qui est au centre de ce cosmopolitisme de Lessing. Quasiment pour terminer, encore 2 points. Le premier, c'est que ce texte de Lessing, Nathan Le Sage, a fait l'objet, évidemment, de nombreux commentaires, mais il a fait l'objet d'un texte que j'aime bien citer, qui est un texte très fort, très troublant, d'Hannah Arendt, c'est bien, grande philosophe allemande, ensuite juive allemande, ensuite installée aux États-Unis. Et en 1959, Hannah Arendt a reçu le prix Lessing. Donc elle est allée à Hambourg. C'est la première fois, je crois, qu'elle est retournée en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle a fait un grand discours à propos de Lessing qui s'appelle « De l'humanité dans des temps sombres », qui a été traduit, que vous pouvez lire dans le recueil Vie politique, qui a été publié aux éditions Gallimard et qui est aujourd'hui en Tel, dans la collection de Tel. Un texte très fort, et dans laquelle Arendt réfléchit sur ce qui est à ses yeux la grande leçon morale et politique de Lessing, c'est-à-dire un sens spécifique de l'humain fondé, dit-elle, sur une politique de l'amitié. Politique de l'amitié. Et pour le comprendre, dit Arendt, il faut faire la distinction entre l'amitié et la fraternité. Et elle est très critique de la fraternité. Alors évidemment, pour nous Français, c'est troublant quand même, cette critique de la fraternité, mais il faut la lire. Et elle dit, la fraternité, au fond, elle repose sur un affect, qui est la compassion, qui est une passion qui, au fond, est infra-politique. Et elle peut même être dangereuse parce qu'elle débouche sur un égalitarisme extrême qui repose sur l'identification, la bande des frères. Et pour elle, la fraternité, la compassion, sont des affects qui sont utiles aux groupes minoritaires dans les moments où ils sont persécutés, pour affirmer leur solidarité, pour affirmer leur identité commune. Elle dit même que, c'est ce que, comme dit, c'est son vocabulaire, elle dit c'est les groupes parias. Les groupes parias ont besoin de cette compassion réciproque, de cette fraternité qui leur permet d'affirmer leur solidarité communautaire face à la persécution. Mais cette fraternité, elle est incapable d'aller au-delà de cette résistance parce qu'elle est incapable de s'extraire de l'identification au groupe. Le problème de la compassion, si elle proclame l'égalité à l'échelle de l'humanité en général, c'est qu'elle est trop teintée de sentimentalité et qu'elle peut facilement dériver en erreur. Et pour Hannah Arendt, c'est une des raisons de ce qui, à ses yeux, était la dérive de la Révolution française conduisant à la terreur, c'est lorsque l'humanitarisme de la pitié, de la compassion, l'a emporté sur le sens de la justice, parce qu'elle ne repose pas suffisamment sur la prise en compte, justement, de la diversité, et c'est-à-dire de ce qu'il y a d'altérité dans l'autre. En revanche, l'amitié, dit-elle, c'est un sentiment véritablement politique. Vous voyez le renversement, la fraternité des plus politiques, c'est l'amitié qui devient politique. Pourquoi ? Parce que l'amitié, c'est l'affirmation d'un lien entre des étrangers, entre des personnes qui reconnaissent leurs différences, mais qui veulent la dépasser, et qui veulent la dépasser par cette activité qui, pour Hannah Arendt, est l'activité politique par excellence, qui est la parole, qui est la conversation politique. Donc contre la fraternité, fusion sentimentale de deux semblables, eh bien, l'amitié et la volonté de construire un monde commun par-delà les différences, mais en respectant ces différences. Or, l'amitié, remarque-t-elle, c'est le grand motif de la pièce de Lessing. Les personnages n'arrêtent pas de se proclamer leur amitié, de se demander leur amitié. Nathan demande à tout le monde d'être
tous les gens qu'il rencontre d'être ses amis. Saladin propose à Nathan d'être son ami, etc. Et comment se construit cette amitié? Eh bien, elle se construit par la recherche d'une vérité qui est toujours fuyante. C'est comme les 3 anneaux, on ne saura jamais s'il y en a un qui est vrai. Et donc, la condition même, dit Arendt en commentant Lessing, la condition même qui permet l'amitié entre les hommes, ce vecteur politique du cosmopolitisme, eh bien, cette condition, c'est justement que la vérité est insaisissable, si bien qu'elle nourrit en permanence le débat, la discussion, la conversation. Donc je vous le disais, Lessing a toujours proclamé que la recherche de la vérité est supérieure à la vérité elle-même. Mais justement, cette limitation, le fait que la vérité, au final, on n'y accède jamais complètement, eh bien c'est justement ce qui rend l'humain, ce qui rend les hommes humains. Et Lessing, nous dit Arendt, était heureux de sacrifier la vérité à l'amitié et au dialogue. Et je cite un passage très très beau d'Hannah Arendt qui dit « La grandeur de Lessing ne consiste pas seulement dans la vue théorique qu'il ne peut y avoir de vérité unique en ce monde humain, mais dans la joie qu'elle n'existe point, et qu'ainsi le dialogue infini des hommes entre eux ne puisse avoir de cesse. » Alors vous voyez qu'on est quand même très loin d'une certaine vulgate des Lumières, où il y aurait la vérité, la raison qui permet d'accéder à la vérité, l'uniformité de la nature humaine, le refus des différences. On a un autre courant des Lumières, peut-être particulièrement précieux, comme dit Arendt, dans des temps sombres, qui est justement une réflexion peut-être plus inquiète, plus critique, sur la façon dont on fait vivre la tolérance et le cosmopolitisme dans un monde où on reconnaît qu'il n'y a pas de vérité transcendante, y compris la vérité de la science ou la vérité fondée sur la raison, et où on s'en réjouit parce qu'on va ainsi permettre une politique de l'amitié. On peut voir ça comme une espèce d'idéalisme, mais je crois que ça ne l'est pas, et ça ne l'était vraiment pas chez Hannah Arendt, qui était plutôt une personne extrêmement pessimiste. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer dans ce parcours, c'est que l'universalisme cosmopolite des Lumières doit toujours négocier la question du pluralisme. Son mouvement, c'est celui d'un rapprochement fondé sur la raison et le désir de paix, mais dans lequel la reconnaissance mutuelle implique toujours que l'écart ne soit pas trop grand. Autrement dit, le cosmopolitisme, c'est une voie difficile, c'est un pari élitiste et sélectif, c'est une utopie peut-être, mais qui mérite d'être gardée en tête. Et Lessing lui-même en était bien convaincu, c'était tout sauf un doux rêveur, tout sauf un idéaliste et un optimiste foncier. Il écrit Nathan le Sage, je ne vous ai pas donné la date, en 1779, quelques mois avant sa mort. Il meurt en février 1781. Alors il n'était pas vieux, hein, il est mort, il avait 50 ans. Il était affaibli, il était désespéré par la mort de sa femme en couche l'année précédente. Il était en but à de très nombreuses attaques, il était presque inconsolé. Et sa volonté, au moment même, dans les derniers mois de sa vie, de continuer à mettre en scène un optimisme cosmopolite de cette politique de l'amitié est, à mon avis, particulièrement touchante et émouvante parce qu'elle se voile parfois d'une vision plus tragique du monde. Comment continuer à espérer dans un monde pareil? Au moment où il écrit Nathan le Sage, donc dans ces derniers mois de sa vie, il écrit 2 autres textes. Il écrit un texte dont je ne parlerai pas, qui s'appelle « De l'éducation du genre humain ». On peut y revenir dans la discussion. Et puis il écrit un autre texte sur lequel je termine cette conférence, qui sont les dialogues maçonniques, puisque Lessing avait été admis dans une loge. Je crois qu'il il avait été un peu déçu par cette expérience, par l'expérience concrète de la maçonnerie, mais il en gardait un attachement très fort à ce qu'il percevait comme un idéal maçonnique. Et donc il écrit ces dialogues entre 2 personnages, l'un qui est un maçon confirmé et l'autre qui demande à être initié. On ne disait pas initié au XVIIIe siècle, vous avez admis, mais en tout cas à comprendre le secret maçonnique. Et très vite, la discussion porte sur le fait que l'humanité
est toujours nécessairement divisé en 3 lignes de partage irréductibles. Politique, c'est la multiplicité des États. Religieux, ensuite, bien sûr. Et puis, ensuite, social, en raison des inégalités de fortune. Autrement dit, la société, dit un des personnages, ne peut réunir les hommes sans les diviser. Elle crée toujours des barrières. Donc, un pur humanisme et trouve ses limites. Ces divisions sont le propre même des sociétés. Mais ces barrières, qui ne peuvent pas être effacées, ne sont pas totalement insurmontables. Et Ernst, un des personnages, dit qu'il faut souhaiter alors, je cite, qu'il existe dans chaque religion des hommes qui ne croient pas détenir la vérité, dans chaque société des individus qui ne s'aveuglent pas aux honneurs et ne méprisent pas les pauvres, et enfin, dans chaque État, des hommes capables de surmonter les préjugés pour déterminer précisément, et c'est la phrase de Lessing, le moment où le patriotisme cesse d'être une vertu. C'est-à-dire qu'il est une vertu, mais il n'est pas toujours une vertu. Donc il faut des hommes qui soient capables de déterminer le moment où le patriotisme cesse d'être une vertu, c'est-à-dire le moment où il doit céder la place au cosmopolitisme. À quoi son interlocuteur répond « Oui, souhaitons-le ardemment ». Et c'est sur cet espoir mitigé que je termine cette conférence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Antoine. Alors, il faut qu'on libère la salle à 11h15, c'est-à-dire dans 10 minutes. On va prendre 1, 2, peut-être 3 questions. Et ensuite, je vous demanderai de tous bien vouloir sortir de cette salle de manière à ce qu'on installe le pendrillon, cette espèce de rideau là qui est au-dessus, pour séparer les 2 salles et préparer la salle de restauration. Une demande de micro ici. Merci. Question. Oui. Question courte. Oui, je remercie d'abord, bien sûr, le conférencier pour ce brillant et passionnant exposé. Alors, j'ai pensé à quelqu'un qui, au XVIIIe siècle, n'avait certainement pas lu, je l'imagine, ni Pierre Bayle, ni Lessing. C'est Maximilien Robespierre, qui, en instaurant le culte de l'être suprême, ne s'est pas rendu compte à quel point il s'exposait à un échec rapide et inévitable, y compris l'entreprise de déchristianisation qui a eu lieu en 1794. Les festivités de l'être suprême et du culte de la raison aussi, de juin 1994, étaient vouées à l'échec. Donc, quelle lecture avait-il faite, lui, Maximilien Robespierre, de la philosophie des Lumières? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Merci. On va prendre une autre question, et puis comme ça, Antoine nous fera une réponse groupée. Une autre question? Ici. Bonjour. Vous avez dit à propos du discours de Hannah Arendt que Lessing était heureux de sacrifier la vérité à l'amitié, au dialogue, y compris la vérité de la science. Alors ça m'interroge. Bien. Alors, on va répondre à ces 2 questions et on verra si on peut en prendre une 3e. Antoine. Merci. Alors, sur la première question, oui, alors c'est assez... Vous avez tout à fait raison de mentionner ce point. C'est un autre courant dont je n'ai pas parlé, qui est la question de la religion civile. Et alors là, je peux vous dire très clairement, pour Robespierre, ça vient de Rousseau. Hein, donc c'est un autre courant qui n'est pas du tout celui du libéralisme religieux à la Bayle, à la Locke ou même à la Lessing. C'est le modèle de la religion civile. C'est l'idée qu'on est effectivement dans un monde post-chrétien, mais donc on ne peut plus fonder sur sur les religions révélées, mais en revanche, la société ne peut pas fonctionner sans un minimum de croyances. Donc ça, c'est très différent de Bayle, justement, et du modèle de la société d'athées vertueux. Donc, il faut une religion civile qui va créer, au fond, des mécanismes, qui va reprendre des formes rituelles religieuses, mais au nom d'une morale commune et d'une morale civique. Il y a un chapitre sur la religion civile dans le contrat social, et très clairement, Robespierre, c'est ça qu'il a en tête. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a toute une lecture aujourd'hui des Lumières, il y a toute une
et de la laïcité, qui reprend d'une certaine manière cette question qui s'inscrit dans cette continuité de l'idée de religion civile et de faire de l'État, en fait, le garant d'une forme de religiosité. Et donc, on va faire de la morale et on va reprendre des tas d'éléments en termes de morale civile qui reprennent des formes. Par exemple, sous la Révolution, on va faire le catéchisme républicain, par exemple. Ça va dans le même sens, on s'inscrit dans une forme qui était celui des religions du christianisme pour en faire un modèle de type religion civile. Oui, alors quant à la question, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, Lessing, alors, j'ai un peu extrapolé. Donc, ce qui est clairement chez Lessing et Arendt, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la vérité métaphysique, de la vérité religieuse, de la vérité morale. Donc, j'ai un peu extrapolé. Alors, je vais quand même essayer de défendre mon extrapolation. Aujourd'hui, par exemple, bon, il ne s'agit pas En fait, vous savez que la science, le problème, c'est que elle affirme un type, évidemment, de vérité qui n'est pas de l'ordre des vérités religieuses et métaphysiques, puisqu'on peut les repose sur la démonstration, sur la raison, et on voit bien, d'ailleurs Bale disait bien, lui mettait complètement à part. En même temps, la science, elle repose sur ce que Merton, le grand sociologue des sciences, appelait le scepticisme institutionnalisé. Et c'est tout le problème de la science, c'est que les scientifiques savent bien qu'il faut en permanence douter et être sceptique des résultats de la science, qui doivent toujours être contestés, remis en cause par les savants. Mais en même temps, la science, ses résultats, à un moment donné dans l'espace public, s'affirment par des formes d'autorité spécifiques. Et donc, les Lumières sont toujours, et leurs héritiers, sont toujours en balance entre l'affirmation, y compris dans l'espace des sciences, de la logique du raisonnement critique. Et donc toute vérité, même scientifique, peut toujours être contestée, discutée, remise en cause. Et c'est d'ailleurs comme ça que la science progresse. Et puis de l'autre côté, l'affirmation d'une autorité scientifique dont on ne doit pas trop discuter. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, si on en discute trop, eh ben, on est du côté du complotisme, de l'obscurantisme, etc. Mais qui est inscrit dans la logique même des Lumières, l'affirmation que les vérités scientifiques ne doivent pas être contestées, et en même temps qui peut se transformer dans son envers, c'est-à-dire une forme de dogmatisme ou de terme très pédant d'épistocratie, c'est-à-dire de pouvoir excessif des experts et des savants. Voilà, donc c'est pour ça que, sans doute, y compris les vérités scientifiques doivent être extraites de toute forme de dogmatisme. Merci Antoine. Alors je pense qu'on va clôturer notre séquence maintenant. On va pouvoir poursuivre les échanges, si vous le souhaitez, à la table de la librairie Ombre Blanche, où Antoine va signer quelques ouvrages pour ceux qui le souhaitent. Et je vous demande donc de bien vouloir sortir de la salle pour que l'on puisse aménager la salle en espace de restauration. Merci Antoine et bon retour au Collège de France.